Le 28 septembre 2025, l'Afrique de l'Ouest s'est réveillée en plein séisme financier. En 21 jours, l'écart du franc CFA au marché noir a bondi d'environ 30%, tandis que le prix d'un sac de riz doublait à Ouagadougou. Et des files se formaient devant les banques. Derrière ces chiffres nerveux, la vraie question s'impose au public. Que signifie ce choc pour nos salaires, nos commerces et nos épargnes quand Ibrahim Traoré appelle à rompre les dépendances? Parce qu'au-delà d'une monnaie cabossée, c'est une lutte pour la souveraineté économique qui démarre, ici et maintenant. Ce que le monde a vu comme une simple déstabilisation monétaire cache une fracture bien plus profonde. En 3 semaines, la flambée du franc CFA n'a pas seulement vidé les comptes bancaires, elle a vidé la confiance. Les files d'attente devant les distributeurs ne racontent pas seulement la peur de manquer, elles traduisent un refus collectif, celui d'un système hérité, où la monnaie africaine dépend encore de signatures étrangères. C'est ici que s'ouvre la promesse du moment. Si l'effondrement du CFA annonce la fin d'un cycle, alors il ouvre aussi la porte à une renaissance. Et Ibrahim Traoré, dans sa posture de chef d'État et de symbole panafricain, incarne cette alternative, celle d'une Afrique décidant enfin de sa valeur et de ses règles. Pour les marchés, c'est une incertitude. Pour les peuples, c'est une chance. Le risque est immense, mais l'enjeu l'est encore davantage. Transformer la panique en projet et l'effondrement en libération. Parce que là où s'écroule une monnaie, peut naître une souveraineté. 3 jours après la flambée du franc CFA, un jet privé en provenance de Washington atterrit à Accra. À son bord, des financiers de Wall Street, des représentants du Trésor américain et, en tête, Elon Musk lui-même, désigné par Donald Trump comme émissaire spécial du projet Afrodol. L'objectif affiché paraît vertigineux, bâtir une nouvelle monnaie panafricaine numérique adossée à 200 tonnes d'or conservées à Fort Knox et à 10 milliards de dollars. De lignes de crédit américaines. Washington présente le plan comme une libération, mais l'Afrique y voit une nouvelle emprise. Ce contraste, révélé à peine 3 jours après la crise, est le vrai tournant de l'histoire. Car pendant que les technocrates promettent inclusion et stabilité, la question soulevée par Ibrahim Traoré devient inévitable. Si la dépendance à Paris se remplace par une dépendance à Washington, où est la souveraineté? C'est là que la crise cesse d'être économique pour devenir existentielle. Les marchés parlent de taux et de marge. Les rues, elles, parlent d'identité. Les chiffres confirment la bascule. En 3 semaines, les prix alimentaires ont bondi de plus de 60%, les épargnants ont vidé près de 800 millions de dollars de dépôts et 12 pays de la zone CFA ont vu leur commerce intérieur paralysé. Mais ces données brutes masquent une onde plus profonde, la naissance d'un débat sur la dignité monétaire. Dans les campus, on scande « pas de CFA, pas de Trump dollar ». Dans les parlements, on s'interroge. Faut-il choisir entre l'instabilité et la tutelle? La mini-révélation du moment était claire. Ce qui semblait une crise locale devient une révision du contrat entre l'Afrique et le reste du monde. Et au centre de cette secousse, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme un point d'ancrage, celui d'un continent qui refuse d'échanger une chaîne pour une autre. Lorsque Ibrahim Traoré convoque d'urgence le sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la salle entière retient son souffle. Son ton n'a rien de triomphal. Il parle lentement, pesant chaque mot, comme s'il savait que cette journée resterait gravée dans les manuels d'histoire. L'Afrique, dit-il, ne doit pas échanger une dépendance contre une autre. Si une nouvelle monnaie doit naître, elle doit être créée par des Africains et pour des Africains. La phrase devient virale avant même la fin du discours. Derrière cette scène solennelle, les premières conséquences s'enchaînent. Le Mali et le Niger s'alignent aussitôt sur la position burkinabé, réclamant une commission conjointe pour concevoir une monnaie souveraine. Mais la Côte d'Ivoire et le Sénégal, plus exposés aux circuits financiers français et américains, redoutent un effondrement immédiat. Le clivage traverse désormais toute la région, entre ceux qui veulent rompre les chaînes et ceux qui craignent la chute libre. Dans les rues de Lagos, de Bamako ou de Niamey, la tension se transforme en ferveur populaire. Des étudiants brandissent des pancartes
Dire des pancartes. No to CFA, no to Trump dollar. Ah mon des commerçants perçants en fermeté, leur boutique, préférant garder leur stock que d'être payés dans une monnaie qu'ils jugent mourante. Et dans les médias africains, une question revient en boucle. Le continent peut-il vraiment inventer sa propre valeur? La portée de ce moment dépasse le symbole. Ce n'est plus seulement un affrontement entre devises, mais une lutte de génération, celle d'une jeunesse refusant d'être comptée en unités fixées ailleurs. Et dans cette effervescence, le visage d'Ibrahim Traoré devient celui d'un guide inattendu, à la fois prudent et intrépide. Les jours suivants ressemblent à une onde de choc étalée sur tout le continent. À Ouagadougou, les banques ferment tour à tour. À Dakar, les files d'attente s'allongent jusque sur les trottoirs brûlants. Le 2 octobre, les images du sommet d'Ibrahim Traoré tournent en boucle sur toutes les chaînes africaines. Elles deviennent un signal, un basculement collectif. Au même moment, à Paris, Emmanuel Macron réagit avec colère. Il accuse Washington de agression monétaire et affirme que la fraudole n'est qu'une nouvelle forme d'impérialisme. L'ironie est totale, l'ancienne puissance coloniale se fait soudain défenseur de l'indépendance africaine, non par conviction, mais par peur de perdre son levier d'influence le plus discret, la monnaie. À Washington, Donald Trump exulte. Il promet une « révolution financière du siècle », évoquant un plan Marshall 2.0 pour l'Afrique. Derrière lui, Elon Musk multiplie les déclarations techniques vantant une Afrique connectée par Starlink et alimentée par une monnaie numérique 100% traçable, 0% corruption. Mais les chancelleries africaines, elles, entendent autre chose, surveillance, contrôle, centralisation. Et la question revient comme une litanie. Quelle différence entre une tutelle française et une tutelle américaine si le cœur du système reste ailleurs? Les manifestations s'étendent. À Lagos, des milliers de jeunes descendent dans la rue, pancartes levées. L'Afrique n'est pas à vendre. À Bamako, des femmes brûlent symboliquement des billets de CFA dans des casseroles de fer. Le geste est fort, presque sacré. Tourner le dos à l'histoire pour s'en forger une nouvelle. Les radios locales diffusent des débats en continu. Les économistes s'affrontent. Risque ou renouveau? Mais dans les villages du Sahel, le discours d'Ibrahim Traoré se résume en une phrase simple que l'on répète de bouche à oreille. Nous voulons que notre travail ait la même valeur que notre dignité. Puis vient la riposte des marchés, les réserves de devises. Les réserves de devises défendent de 12% en une semaine. Les importations ralentissent. Les prix s'emballent. Les grandes entreprises françaises et américaines suspendent leur paiement, attendant de savoir dans quelle monnaie facturer. Et pendant que le chaos s'installe, la rumeur d'un projet africain indépendant se propage. Un plan monétaire baptisé ACI, African Currency Initiative. C'est dans ce contexte électrique qu'Ibrahim Traoré prononce une phrase devenue historique. Si l'Afrique doit renaître, elle renaîtra avec sa propre monnaie. Le ton n'est pas celui d'un discours politique, c'est celui d'un serment, d'un point de non-retour. Et même ses détracteurs comprennent qu'il vient d'ouvrir une brèche dans l'ordre financier mondial, parce qu'à partir de ce moment, il ne s'agit plus d'un conflit de taux de change, c'est une guerre de sens, une bataille pour une bataille pour savoir qui définit la valeur et pour qui. Les économistes appellent cela une bascule de confiance. Mais sur le terrain, c'est une rupture de foi. Avant la crise, le franc CFA restait stable autour de 1 euro pour 6,55 francs. 3 semaines plus tard, le taux officieux dépasse 850 francs, un écart de 30%, inédit depuis les années 1990. Et cette simple différence, ce passage d'un taux à un autre, traduit mieux que tout un rapport de domination économique. La monnaie a cessé d'obéir au marché pour répondre aux peurs. Les chiffres se succèdent, implacables. Le prix du riz a doublé, passant de 45 à 95 centimes la livre. Les importations de carburant ont chuté de 40% en 10 jours. Les files devant les banques atteignent plusieurs centaines de mètres et 72% des épargnants burkinabés ont déjà retiré tout ou partie de leurs dépôts. Chaque donnée raconte la même histoire. La monnaie coloniale, même réformée, ne suscite plus de loyauté. Mais là où beaucoup voient le chaos, Ibrahim Traoré voit une opportunité de réforme.
Son cabinet publie un rapport audacieux. Si seulement 5% des revenus africains issus des ressources naturelles, environ 45 milliards de dollars par an, étaient réinvestis dans un fonds monétaire commun, cela suffirait à garantir la première émission d'une monnaie panafricaine. Le calcul paraît fou, mais il repose sur une logique d'indépendance financière plutôt que sur une quête d'aide extérieure. Un banquier nigérian résume. Pour la première fois, on parle d'argent africain adossé à de la richesse africaine. Les conséquences sont mesurables. Le FMI prévient que 14 économies d'Afrique francophone pourraient se contracter de 2,7% si la transition était mal gérée. L'Union africaine estime qu'une monnaie souveraine pourrait générer à moyen terme une hausse de 1,3% du commerce intra-africain. Et selon un groupe d'experts ghanéens, une union monétaire indépendante réduirait la dépendance au dollar de près de 25% d'ici 10 ans. Ces chiffres sont moins des prévisions que des paris. Mais dans cette bataille de modèles, Ibrahim Traoré joue sur un terrain moral autant qu'économique. Ce n'est pas l'instabilité qui ruine un peuple, c'est l'habitude de l'obéissance, déclare-t-il lors d'une conférence à Ouagadougou. Une phrase que les analystes européens jugent populiste, mais que les foules africaines accueillent sainte comme un mantra. Le contraste entre la froideur des graphiques et la ferveur des rues illustre la fracture de l'instant. D'un côté, les tableaux Excel du FMI, de l'autre, des citoyens qui redécouvrent la valeur du mot souveraineté. Et dans cette confrontation entre chiffres et symboles, un constat s'impose. Les données ne suffisent plus à contenir l'espoir. Parce qu'en fin de compte, même les bilans les plus précis ne peuvent mesurer la puissance d'une idée devenue collective, celle d'un continent qui refuse de louer sa monnaie à quiconque. Tout le monde ne partage pas l'enthousiasme du moment. Dans les coulisses de l'Union africaine, des voix s'élèvent pour freiner la marche en avant. Une monnaie commune sans discipline budgétaire, c'est une bombe à retardement, prévient un économiste sénégalais. Et il n'a pas tort. La création d'une devise panafricaine pourrait exposer les pays les plus fragiles à une inflation incontrôlée ou à des spéculations massives venues de l'extérieur. Les institutions financières internationales, elles, observent avec un mélange d'inquiétude et de fascination. Au siège du FMI, un rapport interne évoque le risque d'un désalignement brutal des réserves si la zone CFA implose trop vite. La Banque mondiale, plus mesurée, reconnaît cependant qu'une transition progressive vers un modèle régional africain pourrait réduire les coûts de transition. Les coûts de transaction de 14% sur le long terme. Autrement dit, le danger n'est pas dans l'idée, mais dans la vitesse. Face à ces avertissements, Ibrahim Traoré choisit la voie du débat. Il ne rejette pas la critique, il la retourne. Oui, il y aura des risques, mais depuis quand l'Afrique a-t-elle peur du risque ? Cette réplique, lancée devant un parterre d'économistes à Accra, déclenche une ovation. Le public comprend que le président burkinabé ne parle pas seulement de finances, mais de dignité politique. Ses adversaires, eux, persistent. Le franc CFA, malgré ses défauts, garantit la stabilité des échanges. Le dollar afro-américain, lui, promet des crédits et des technologies. Alors pourquoi s'isoler ? Traoré répond calme et ferme. Parce que l'indépendance coûte toujours plus cher que la dépendance, mais elle se rembourse en fierté. Cette phrase, reprise dans les journaux du continent, résume le dilemme. Entre prudence et audace, entre calcul et conviction, l'Afrique se trouve à la croisée des chemins. Et pour la première fois depuis des décennies, c'est elle, et non Paris ou Washington, qui tient la boussole. Au milieu du tumulte, une phrase fuse comme un éclair. L'Afrique ne quémandera plus sa liberté. Elle sort de la bouche d'Ibrahim Traoré lors d'un forum à Niamey et en quelques heures devient un slogan viral. C'est le moment clé du tournant, car quelque chose vient de changer. Le débat n'oppose plus seulement économistes et dirigeants. Il se déplace dans la rue, sur les réseaux, dans les écoles. Les enseignants parlent de souveraineté monétaire en classe, les jeunes artistes peignent des fresques représentant un billet africain imaginaire orné d'un lion doré. Partout, le rêve prend corps. Mais cette effervescence n'est pas sans danger. Les marchés s'emballent à nouveau, les investisseurs étrangers suspendent leurs transferts et plusieurs États européens annoncent des restrictions sur les fonds destinés à la coopération.
Pourtant, dans les capitales africaines, l'humeur reste résolue. Nous avons survécu à la colonisation, nous survivrons à la spéculation, lance une étudiante à Bamako, sourire aux lèvres. Ce moment marque un tournant dans le récit. La peur recule, la fierté avance. Et l'histoire de l'Afrodol cesse d'être un projet américain pour devenir une question africaine. La bataille des devises s'invite désormais dans la vie quotidienne. Dans les marchés de Ouagadougou, les commerçants refusent de vendre en francs CFA qu'ils qualifient de papier mort. Les transactions se font en or, en carburant ou même en bétail. Les banques locales plafonnent les retraits. Certains distributeurs affichent simplement « plus de liquidités ». Ce qui semblait une crise abstraite devient une épreuve physique, une lutte pour le pouvoir d'achat. Dans ce contexte, les nations africaines réagissent différemment. Les États, pris entre panique et fierté, improvisent. Le Mali propose un moratoire sur la dette publique liée au franc CFA. Le Niger accélère la mise en place d'un fonds de stabilisation financé par ses exportations d'uranium. Chaque gouvernement cherche son équilibre, survivre sans céder. Mais le plus marquant est la déclaration conjointe de 3 pays du Sahel. Nous ne retournerons pas à la servitude monétaire, même sous un autre drapeau. Pour les entreprises, la tempête est rude. Les importateurs voient leurs coûts exploser. Les grands groupes étrangers suspendent leurs contrats, attendant une clarification juridique. Mais une génération d'entrepreneurs africains y voit une opportunité, relocaliser, produire, reconstruire un écosystème basé sur la demande intérieure. À Lagos, une start-up fintech crée une application d'échange communautaire adossée à l'or local. En quelques jours, elle réunit plus de 300 000 utilisateurs. Pour les citoyens, le quotidien devient un test de résilience. Les files d'attente pour le pain s'allongent, les écoles ferment temporairement, mais l'esprit de résistance s'enracine. Dans les universités, on étudie Ibrahim Traoré comme un cas politique, à mi-chemin entre Thomas Sankara et Julius Nyerere. Un sondage mené dans 10 pays africains révèle que 68% des jeunes associent désormais la monnaie à la liberté. C'est un tournant culturel. Au-delà du Sahel, la contagion s'étend. En Afrique de l'Est, la Tanzanie et le Kenya observent avec intérêt la naissance du projet ACI. Le Ghana propose d'y contribuer à hauteur de 5% de ses réserves. Même l'Afrique du Sud, pourtant prudente, envoie une délégation d'observation active. Ces réactions multiples montrent que la fracture initiale est devenue un réseau de possibles. Le chaos n'est plus seulement subi, il est transformé en expérience collective. Et au centre de cette recomposition, la voix d'Ibrahim Traoré résonne encore. Ce n'est pas l'Afrique qui vacille, c'est le monde qui apprend à compter autrement. L'incertitude plane sur tout le continent, mais des perspectives commencent à émerger. Les analystes dessinent 3 trajectoires possibles. Elles ne sont pas des prédictions, mais des miroirs. 3 manières de lire l'avenir que l'Afrique s'apprête à écrire. Dans un premier scénario, les nations du Sahel consolident leur alliance monétaire sous la bannière du projet ACI. Un panier de ressources, or pétrole, cobalt, sert de garantie à la nouvelle devise. Les institutions régionales négocient un protocole d'échange avec l'Union africaine. L'économie se stabilise lentement et le continent conserve son unité. Mais cette stabilité reste précaire. Les capitaux étrangers hésitent, la spéculation rôde et la confiance met du temps à revenir. Dans un deuxième scénario, les succès initiaux du projet ACI inspirent une vague d'adhésion. Le Ghana, le Nigeria et la Tanzanie rejoignent le mouvement. La nouvelle monnaie, appuyée sur les réseaux mobiles et les banques communautaires, se répand dans plus de 20 pays. Les coûts de transactions chutent entière de 20%. Les échanges régionaux bondissent en payant de 30%. Et, pour la première fois, les décisions monétaires ne passent plus par Paris, Washington ni Pékin. L'Afrique commence à parler d'une seule voix. Dans un troisième scénario, la pression financière devient insoutenable. Les pays les plus fragiles demandent le secours du FMI. Le dollar afro-américain, mieux structuré, s'impose par défaut. L'Afrodol envahit les marchés numériques, l'ACI recule, et les puissances extérieures reprennent la main. Le rêve d'indépendance se referme, remplacé par une nouvelle forme de tutelle.
Au cœur de ces trois chemins, un même dilemme. La souveraineté se conquiert, elle ne se décrète pas. Et Ibrahim Traoré le sait. Dans un entretien récent, il confie « La vraie question n'est pas de savoir quelle monnaie nous utiliserons, mais si nous aurons encore le courage de l'appeler nôtre. » Parce qu'entre stabilité et liberté, il n'existe pas de solution facile, seulement des choix qui engagent une génération entière. Derrière les chiffres, il y a des visages. Celui de Mariam, vendeuse de fruits à Ouagadougou, qui refuse désormais les billets CFA. « Ce papier me rappelle trop la soumission », dit-elle, en tendant une petite balance usée. Celui de Kader, chauffeur à Niamey, qui conserve ses gains en pièces d'or locales, persuadé que l'avenir se pèse, il ne se signe plus. Et celui de milliers d'Africains ordinaires, pour qui la monnaie est devenue un acte de dignité, pas seulement un moyen d'échange. Les chercheurs appellent cela la monétisation de la conscience, quand l'argent cesse d'être neutre et commence à symboliser une histoire. Et une histoire. Dans les cafés, dans les universités, dans les mosquées et les marchés, le débat s'enracine. Faut-il risquer la pauvreté temporaire pour conquérir la liberté durable? Les artistes, eux, se sont emparés du sujet. Des chansons circulent sur YouTube, des peintures murales apparaissent dans les capitales africaines. Un point levé serrant un billet imaginaire marqué ACI. La jeunesse transforme la finance en mouvement culturel et Ibrahim Traoré, sans le vouloir, devient une icône esthétique autant que politique, la synthèse de la colère et de l'espérance. Les effets concrets restent durs. Hausse des prix, raréfaction du carburant, ralentissement des importations. Mais au lieu d'éteindre la flamme, ces contraintes l'attisent. Parce qu'à travers la crise, une idée s'installe. Mieux vaut subir la disette que la dépendance. L'Afrique découvre douloureusement mais lucidement que la souveraineté coûte cher. Et cette prise de conscience collective, née d'un effondrement, pourrait bien devenir le socle d'une reconstruction. Les mots d'ordre se transforment désormais en plans d'action. Autour d'Ibrahim Traoré, une coalition de 5 banques centrales africaines travaille à la création d'un conseil monétaire continental chargé d'établir les fondations du projet ACI. L'idée, poser des bases concrètes, mesurables et inclusives. D'abord, les pays participants versent chacun 5% de leurs revenus miniers et agricoles dans un fonds commun. Ce fonds sert de réserve initiale et garantit la première émission monétaire. Ensuite, une plateforme numérique panafricaine, alimentée par les réseaux mobiles, doit permettre à chaque citoyen, du fermier du Sahel à l'étudiant de Dakar, de détenir un portefeuille digital gratuit. Le mot d'ordre, accessibilité avant rentabilité. Puis, chaque État conserve sa banque centrale, mais délègue la supervision de la stabilité à un organe continental élu. Aucune décision ne peut être prise sans un quorum régional. C'est une manière d'empêcher toute tutelle déguisée. Ensuite, un calendrier fixe prévoit la transition progressive. D'abord les paiements publics, ensuite le commerce, enfin l'épargne privée. Objectif, 10 ans pour une adoption complète. Enfin, les indicateurs ne sont plus seulement financiers. On parle désormais d'indépendance fonctionnelle, de résilience économique et de participation citoyenne. L'argent devient un instrument social. Ce plan, inspiré des principes d'équité et de transparence, n'est pas parfait. Mais il offre une alternative réelle à la dépendance. Et lorsque Ibrahim Traoré déclare « Nous ne cherchons pas à plaire au monde, nous cherchons à nous appartenir », on comprend que cette feuille de route n'est pas seulement économique, c'est un manifeste civilisationnel. Le soleil se couche sur Ouagadougou quand Ibrahim Traoré reprend la parole devant une foule silencieuse. Derrière lui, le drapeau du Burkina Faso se confond avec celui du projet ACI, rouge et or, comme une promesse partagée. Il ne parle plus de chiffres, ni même de politique. Il parle de mémoire. Il rappelle Thomas Sankara, ses rêves interrompus et ses phrases devenues légendes. Puis il ajoute simplement « Nous ne sommes pas venus restaurer un passé, mais continuer une œuvre. » Dans la foule, certains pleurent, d'autres brillent. D'autres brandissent des téléphones pour enregistrer ce moment, car le geste compte autant que les mots. Un président qui rend la parole au peuple, dans sa langue, sur sa terre. Ce soir-là, un vieux mécanicien murmure « C'est la première fois que j'entends un chef d'État parler comme un de nous. » La scène devient virale.
diffusée des faubourgs de Dakar au quartier d'Abidjan. Et pour beaucoup, Ibrahim Traoré cesse d'être un personnage politique pour devenir une idée, celle d'un continent qui ne se contente plus de survivre, mais qui choisit de se définir. Le monde entier regarde l'Afrique, cette fois sans filtre. Les chancelleries s'inquiètent, les marchés hésitent. Mais sur les visages africains se lit une certitude tranquille. Quelque chose d'irréversible a commencé. Les chefs, vieilles puissances, parlent de risques, les jeunes générations parlent d'avenir. Et au centre de ce tumulte, Ibrahim Traoré s'avance une dernière fois vers les caméras. L'argent, dit-il, n'est pas seulement un outil d'échange, c'est une langue. Tant qu'elle ne sera pas la nôtre, nous parlerons toujours avec un accent d'esclave. Le silence qui suit est lourd, Jaime, est lourd, presque sacré. Ce n'est plus un discours, c'est un acte fondateur. Dans les rues, on scande « One Africa, One Currency ». Les lampadaires s'éteignent un à Ouagadougou, mais une lumière nouvelle s'allume dans les esprits. Car le combat qui s'annonce dépasse les bilans et les traités. C'est celui d'un peuple qui décide enfin de se nommer lui-même. Et cette fois, la question n'est plus si, mais quand.